8h32 sur BFM TV et RMC. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Naïla Latrousse. Députée européenne, la France Insoumise, vous coprésidez le groupe La Gauche au Parlement européen, groupe dont l'une des eurodéputées a été stoppée dans son élan. Elle faisait partie de ce voilier, le Madeleine, qui visait à briser le blocus humanitaire à Gaza, bateau arraisonné par l'armée israélienne cette nuit. Est-ce que vous avez des nouvelles de Rima Hassan ce matin et du reste de l'équipage? Non, je n'en ai pas, puisque leur bateau a été arrêté au milieu de la nuit. Avant leur arrestation, toutes les communications ont été coupées. Donc, pour bien mesurer ce qu'il se passe, nous avons un navire humanitaire avec à son bord 12 personnes, dont 6 Français, dont l'activiste climatique aussi Greta Thunberg, dont ma collègue Rima Hassan, qui ont été arrêtés pour la seule chose qui leur est reprochée, c'est d'amener pacifiquement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, qui fait face à un blocus humanitaire depuis des mois maintenant, où vous avez 100% de la population, soit 2 millions de personnes, qui est en risque de famine. Et donc aujourd'hui, les seuls qui devraient être en prison, les seuls qui devraient être arrêtés, ce sont les dirigeants israéliens qui commettent un génocide. Ces activistes ne sont pas en prison, Manon Aubry. Vous parlez d'arrestation ce matin. L'armée israélienne, de son côté, dit avoir arraisonné le bateau, l'accompagné vers le port d'Ashdod pour réexpulser ces activistes en dehors d'Israël. Ils ne sont pas arrêtés au regard du droit israélien. En tout cas, comment vous appelez une personne qui est privée de sa liberté? D'ailleurs, en France, quand on procède à une arrestation d'un citoyen dans la rue, on lui notifie son arrestation, pas au moment où il arrive dans un commissariat, mais au moment où la personne est arrêtée. Donc, ce que vient de faire le gouvernement israélien est illégal au regard du droit international à plusieurs égards. D'abord parce qu'ils ont été arrêtés en eau internationale, et donc ils ne devraient pas pouvoir agir tel quel. Ensuite, parce que ma collègue Rima Hassan bénéficie de l'immunité parlementaire, et donc ce matin, moi j'interpelle la présidente du Parlement européen avec qui j'ai eu des échanges hier, Roberta Metsola, pour lui demander d'agir, pour demander la libération de Rima Hassan et de l'ensemble de l'équipage. Je me souviens d'un moment, il n'y a pas si longtemps que cela, où des députés européens ont été empêchés d'entrer en Chine. À la suite de cela, le Parlement européen, lui, a pris des sanctions à l'égard de la Chine, juste parce que des parlementaires ont été interdits d'entrer. Et là, vous avez une parlementaire qui est arrêtée dans un silence assourdissant de la Commission européenne. Manon Aubry, puisqu'Israël avait ordonné à son armée d'empêcher le voilier d'accéder à Gaza. Mais quand vous avez une armée qui commet un massacre en plein jour, quand vous avez une armée qui prive sa population de biens les plus élémentaires, de nourriture les plus élémentaires, je veux dire, dans la bande de Gaza, le seul rêve des enfants, c'est d'avoir une miche de pain. Une miche de pain. C'est ça dont on parle aujourd'hui. C'est une population qui est massacrée, anéantie. Et je vais vous dire, dans la mer Méditerranée, c'est notre humanité la plus élémentaire qui est en train de couler. Et c'est l'honneur de notre humanité que ma collègue Rima Hassan, que tous ceux qui ont pris la mer dans cette embarcation de la flottille de la liberté, en réalité, on fait honneur à cette humanité en se mobilisant et en brisant, en tentant de briser le blocus humanitaire. C'est seule notre mobilisation populaire maintenant qui permettra leur libération. Moi, j'appelle un grand rassemblement à 18h, place de la République, aujourd'hui, pour demander de l'action à Emmanuel Macron, à la Commission européenne. Oui, à Paris, à 18h. Parce que aujourd'hui, je vais vous dire, le silence complice et lâche de ceux qui ne font rien face à ce génocide, face à cette arrestation illégale, en réalité est aujourd'hui une complicité. Manon Aubry, et l'histoire les jugera. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur RMC et sur BFM TV, vous parlez d'arrestation de Rima Hassan et des activistes. C'est une arrestation. Israël, de son côté, compte les expulser une fois arrivés au port d'Ashdod. Vous vous êtes organisé pour l'arrivée, je crois, au port d'Ashdod. J'ai entendu parler d'avocats qui attendent Rima Hassan et les autres activistes. Oui. Ce sont des avocats qui ont été contactés par la France Insoumise. Oui, on est en contact avec des avocats sur place. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir défendre les droits de Rima Hassan, mais aussi de l'ensemble de cet équipage humanitaire. Je le rappelle,
Aujourd'hui, ils n'ont aucune raison d'être fouillés, d'être détenus par l'armée israélienne, qui est en train de rajouter un nouveau crime à l'ensemble des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. Nous n'avons plus de nouvelles de Rima Hassan à cette heure où je vous parle. Depuis quelle heure? Depuis le milieu de la nuit à peu près, un peu, même plutôt le début de la nuit, puisque les communications ont été coupées. Pour bien mesurer la situation, les communications ont été coupées. Ça veut dire que Rima Hassan et l'ensemble de l'équipage n'a aucune manière d'entrer en communication avec le monde extérieur. Donc finalement, les mêmes méthodes qui sont appliquées au génocide qui est commis dans la bande de Gaza sans que des journalistes comme vous puissent y accéder, c'est la même chose qui est en train d'être commise. Rima Hassan a dû jeter son téléphone par-dessus bord de peur que son téléphone puisse être fouillé. Voilà la situation concrète dans laquelle on est. Et aujourd'hui, il n'est pas normal qu'une députée européenne, que des militants humanitaires puissent être détenus par l'armée israélienne juste pour amener de l'aide humanitaire. Je veux dire, à leur bord, ils ont des couches, ils ont du riz, ils ont des pâtes. C'est ça, aujourd'hui, le crime qui est commis. Et je le redis à votre antenne, les seuls qui doivent être détenus et arrêtés, c'est ceux qui commettent ce génocide, et c'est le gouvernement israélien. Et je rappelle, Manon Aubry, pour être complètement exhaustif sur ce point, que côté israélien, les autorités ne parlent pas d'arrestation et assurent que les activistes sont bien traités et qu'ils ont été notamment nourris par l'armée israélienne. Si à la sortie de cette émission, vous montez dans votre voiture et puis des gens de l'armée arrivent autour de votre voiture et vous disent « Suivez-moi, madame, s'il vous plaît », comment vous appelez ça ? Si ce n'est une arrestation. Elle n'a pas été arrêtée sur le sol français, Manon Aubry, elle a été arrêtée dans des eaux internationales. Dans des eaux internationales. Précisément là où le gouvernement israélien n'a pas le droit d'intervenir. Donc c'est pour ça que je vous fais le parallèle. Si vous étiez arrêté par une armée étrangère, vous trouveriez ça normal que les autorités françaises se mobilisent pour votre libération. Donc je demande solennellement ce matin au président de la République Emmanuel Macron, à la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, de demander la libération la plus rapide possible de l'équipage de la flottille de la Liberté, faute de quoi ils auront aussi à rendre des comptes de leur complicité. Le silence ne vaut plus face à ce qui est en train d'être commis. Message passé, puisque vous parlez d'Emmanuel Macron. Il a poussé un cri de colère hier sur la question climatique en ouverture d'un sommet consacré aux océans, sommet sous l'égide de l'ONU. Il a poussé un cri de colère. Certains, dit-il, voudraient faire oublier le combat pour le climat. Emmanuel Macron qui déplore dans le même temps, je le cite, que certains, sans jamais citer ces certains, préfèrent brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Brainwasher, ça veut dire faire du lavage de cerveau. Est-ce qu'il a raison de faire le parallèle entre d'un côté ceux qui se battent pour le climat et de l'autre ceux qui, dit-il, agitent des questions autour de l'insécurité et de l'immigration ? C'est fort de café quand même, hein. C'est un peu le matin. Franchement, si vous preniez votre tasse de café en même temps qu'on écoute ça, on a tous envie de s'étouffer. Emmanuel Macron est quand même le roi des renoncements en matière climatique. Alors lui, il vous accuse. Il dit que notamment vous avez... Pardon ? Oui, il vous vise en disant que vous faites partie de ceux qui ont voté, par exemple, pour supprimer les ZFE, les zones à faible émission, qui visent notamment à améliorer la qualité de l'air dans les villes. Le coût de la transition écologique. Pour lui, vous faites partie de ceux qui ont abandonné. Et dans le même temps, Emmanuel Macron abandonne, par exemple, le chèque énergie. Il abandonne la rénovation thermique des logements. Il abandonne au niveau européen. Il est le premier à saccager une directive européenne sur laquelle j'ai travaillé sur la responsabilité des entreprises multinationales quand elles commettent des dommages à l'environnement. Ça s'appelle le devoir de vigilance. Il a dit il n'y a pas plus tard qu'une semaine. Je ne sais pas si c'est on a Docteur Emmanuel et Mister Macron comme Docteur Mr Hyde et Dr Jekyll ou l'inverse pardon Dr Jekyll et Mr Hyde parce que il y a pas plus tard qu'une semaine. Il a dit il faut mettre fin à cette directive européenne sur le devoir de vigilance. Donc Emmanuel Macron collectionne les renoncements en matière climatique et puis ensuite il vient donner des leçons. Mais de qui se moque-t-il ? Franchement, de qui se moque-t-il ? Il est le président de l'inaction climatique. Mais de ce qu'il dit, il dit il y aurait d'un côté ceux qui pensent au climat et de l'autre ceux qui pensent à l'insécurité et l'immigration. Le distinguo est aussi clair que ça. Ça a d'ailleurs donné lieu à une passe d'armes à distance avec Marine Le Pen qui lui reproche ses propos. Écoutez. Chaque jour, on court après des événements, des petites polémiques. Je trouve que essayons collectivement d'avoir un débat où on progresse. Et moi, je trouve dans notre débat public, d'abord, on s'intéresse qu'à ce qui va mal. Et on a cette espèce de passion pour le drame permanent et pas assez au débat qui nous permettent collectivement de faire mieux. Le président de la République lutte contre l'immigration irrégulière. C'est une nouveauté. Je pense que c'est dans sa tête qu'il lutte contre l'immigration irrégulière parce que dans les faits, il n'a jamais strictement rien fait
pour lutter contre l'immigration irrégulière, bien au contraire. Quand vous les entendez, vous vous situez de quel côté du débat, ceux qui sont pour le climat ou ceux qui luttent contre l'immigration, si je reprends ce que dit Marine Le Pen? Sur le fond du sujet, on pourrait aussi arguer du fait que, à l'avenir, avec l'accélération du dérèglement climatique, il y aura encore plus de migrants climatiques qui fuient les sécheresses, les inondations, etc. Mais on voit bien qu'on assiste là, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à une espèce de concours l'épine, de toujours remettre d'une manière ou d'une autre quand même le sujet d'immigration dans la balance, parce que c'est aussi ce que fait le président de la République en réalité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes qui sont posés. Les actes qui sont posés en matière climatique, quels sont-ils de la part de ce président de la République qui n'a eu de cesse de renoncer à nos ambitions en la matière, qui a placé la France en dehors des objectifs des accords de Paris, qui fait aujourd'hui que la France n'est absolument pas à la hauteur des enjeux qui nous font face, que les catastrophes climatiques vont se multiplier dans les mois et les années qui viennent. Et quant à Marine Le Pen, je vois qu'elle ne rate pas une occasion de pointer du doigt les exilés, les immigrés comme la source de tous les maux, sûrement pour faire oublier les crimes racistes. Ses propos, c'est qu'Emmanuel Macron dit, en gros, ceux qui aujourd'hui ont abandonné le combat pour le climat, si j'essaye de faire l'exégèse de son propos, vous avez bien du courage. essaie d'amuser les foules avec des questions liées. Alors il évoque même des faits divers, les derniers faits divers, dit-il, ce qui lui a valu une réponse de Marine Le Pen, un procès en déconnexion, l'accusant précisément de passer outre les douleurs des Français qui, eux, sont confrontés à ces faits divers. Dans les derniers faits qui ne sont pas des faits divers, vous avez par exemple l'assassinat d'Hichem à Puget-sur-Argent. Oui. L'assassinat d'Hichem, qui est un crime raciste, par un sympathisant du Rassemblement national. Je veux dire, Marine Le Pen a beau jeu de parler de faits divers en tentant de faire oublier les derniers faits qui ont marqué l'actualité en matière d'insécurité. Et je veux dire, quand vous avez une personne, Hichem, qui est assassinée par un sympathisant du Rassemblement national qui a multiplié les déclarations racistes et qui a même dit mêlez-vous de la politique parce qu'il n'y a que Marine Le Pen qui peut nous débarrasser de tous les immigrés, qui parle des Arabes dehors. C'est ça la réalité aujourd'hui dans notre pays. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Manon Brie, de concitoyens qui peuvent avoir peur et la boule au ventre ce matin et dont le Rassemblement national porte une part de responsabilité dans la montée du racisme. Manon Brie, quand vous voyez justement l'attaque raciste à Puget-sur-Argent, ce Tunisien pris pour cible car étranger, les débordements après la victoire du PSG en Ligue des Champions avec des morts, dont un gamin de 17 ans, la prolifération d'armes blanches chez les jeunes. Est-ce que ça vous donne l'impression que plus rien n'est maîtrisé, ou en tout cas qu'il y a une forme de panne d'autorité en France? Il y a un climat de tension qui monte dans notre pays. Ce n'est qu'un climat de tension. C'est une évidence. Vous ne parlez pas de crise d'autorité? Je pense qu'il y a différents ressorts dans ce que vous évoquez. Dans les ressorts, par exemple, qui ont primé dans l'assassinat d'Hichem mais aussi d'Aboubacar Cissé avant, il faut dire les termes, c'est de l'islamophobie. Et cette islamophobie, dans une mosquée du Gard. Exactement. Et cette islamophobie, elle est suscitée, créée, alimentée jusqu'au plus haut niveau de l'État. Quand vous avez un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui dit à bas le voile, qui parle de régression vers les origines ethniques, je veux dire que jusqu'au plus haut niveau de l'État, on alimente une haine de l'autre et a fortiori une haine d'une personne que vous pouvez avoir à côté de vous, qui a une religion différente, des origines différentes, il n'y a pas couleur de peau différente. Systémique, Manon Aubry. Mais ce sont des faits isolés. Non, cette insécurité, elle a différents ressorts. Et si on n'analyse pas les ressorts de cette insécurité, alors on n'y met pas un terme. De la même manière, dans les violences qui se multiplient partout dans le pays, vous avez les violences sexistes et sexuelles dont on parle rarement à heure de grande écoute et qui pour autant, eux aussi ont des ressorts, notamment l'inaction des pouvoirs publics dans la lutte contre les violences sexuelles. Dans le cas des débordements après la victoire du PSG, par exemple. Est-ce que vous parlez de délinquance ? Il y a une forme de délinquance, évidemment, mais vous avez vu demander une commission d'enquête justement pour faire la lumière à la suite des violences, à la suite de la victoire du PSG, parce qu'il n'est pas normal dans notre pays qu'on ne puisse pas, que l'on supporte le PSG ou non, que l'on ne puisse pas célébrer une magnifique victoire avec un magnifique score de 5-0. Il y a un temps quand même, enfin, je sais pas très grande, mais je m'en souviens. À quoi vous l'attribuez, Manon Brie? Vous avez parlé d'islamophobie en 1998, quand l'équipe
l'équipe de France a gagné, il y a eu une liesse populaire dans les rues de Paris qui aujourd'hui manifestement ne peut plus s'exprimer. À quoi je l'attribue? Vous avez parlé d'islamophobie, vous avez parlé de violences sexistes et sexuelles, la délinquance après la victoire du PSG en Ligue des Champions. À quoi vous l'attribuez? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un niveau de violence qu'il faut réussir à canaliser dans notre société. Donc la question se pose de le rôle que peuvent jouer les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'un gamin de 16 ans puisse avoir comme seul horizon le fait de casser ou de s'en prendre à ses camarades? Et puis il y a aussi la stratégie du maintien de l'ordre qui est, je pense, à interroger. C'est pas la première fois qu'elle pose question dans notre pays. On se souvient de la finale de la Ligue des Champions aussi qui s'était assez mal déroulée au Stade de France. C'était, je crois, en 2022. Là aussi, d'ailleurs, je me souviens que les Républicains... Le Stade de France, il n'y avait pas eu de pillage de magasins, il n'y avait pas eu de voitures brûlées, il n'y avait pas eu... Il y avait eu des incidents de sécurité, il y avait eu moins de personnes impliquées puisqu'il n'y avait pas de club français à ce moment-là. Mais il y avait quand même la stratégie de maintien de l'ordre qui était interrogée. Et donc, l'objectif... C'est le maintien de l'ordre qui a conduit au débordement après le PSG. Je viens de vous faire la liste, c'est un des éléments. Donc la question, c'est comment on agit à la racine pour prévenir la violence, d'une part, et d'autre part, quand les violences se manifestent, comment on choisit la stratégie de la désescalade plutôt que la stratégie d'escalade. Je pense que c'est les deux faces d'une même pièce qui permet d'agir contre ces violences précisément. Manon Aubry, il ne vous a pas échappé que nous sommes le 9 juin, nous sommes un an jour pour jour après les européennes, vous étiez la tête de liste de la France insoumise d'ailleurs pour ces élections, nous sommes aussi un an jour pour jour après la dissolution. Le Rassemblement national se retrouve dans le Loiret, à Mormant-sur-Vernisson, pour fêter ses bons résultats au moment des européennes. Grand meeting où sont présents, outre Marine Le Pen et Jordan Bardella, le vice-premier ministre italien Matteo Salvini et le premier ministre hongrois Viktor Orban, ceux que vous avez qualifiés d'Europe, je cite, des racistes, des xénophobes, homophobes et sexistes. À la sortie de ce studio, vous allez manifester contre eux, c'est ça, dans le Loiret? Exactement, je vais me rendre dans le Loiret, à Montargis. Il y a une manifestation qui a lieu à 10h30, avant le rassemblement de ce que j'appellerais le pire de ce que fait l'extrême droite en matière de racisme, de xénophobie et de sexisme. De qui on parle précisément? Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui, en ce mois des fiertés, a interdit la Pride à Budapest le 28 juin dernier. Le 28 juin prochain, j'aurai l'occasion d'ailleurs de m'y rendre. Viktor Orban, le même, qui d'ailleurs a accueilli grand sourire Benjamin Netanyahou sur son sol, au mépris du droit international, puisque je rappelle qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre Benjamin Netanyahou. Et dans ce rassemblement raciste et fasciste, vous l'avez dit, Matteo Salvini, qui est un fan de Mussolini, vous avez Abascal, qui est un fan de Franco, la représentante grecque notamment, elle parle d'homosexualité comme de quelque chose de contre-nature. Vous voyez que vous avez le pire et la vraie image du Rassemblement national. Et c'est pour ça que face à ça, il faut se dresser une mobilisation antifasciste la plus forte possible. Sauf que Manon Aubry, en dépit de tout cela, c'est une famille politique qui a quelque chose à fêter aujourd'hui parce que les résultats aux européennes les ont placés très haut il y a un an et que d'après l'enquête ELAB pour BFM TV, si aujourd'hui une nouvelle dissolution survenait, eh bien les Français voteraient à un tiers pour le Rassemblement national. Est-ce que la gauche a raté quelque chose en un an, entre les dernières européennes et aujourd'hui, le moment où l'on se parle? Vous vous souvenez des sondages dans l'entre-deux-tours des élections législatives il y a un an? S'il y a un an tout pile, je sais que le temps paraît loin. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul qui donnait la gauche victorieuse du nouveau Front populaire. C'était exactement 27 sondages sur 27 dans l'entre-deux-tours qui donnaient le Rassemblement national victorieux. Il n'y a pas que le sondage, il y a aussi les résultats aux européennes qui sont fêtés aujourd'hui par les résultats aux élections national et ses alliés. En ce qui nous concerne, pour la France insoumise, nous avons progressé d'1 million de voix, précisément parce qu'il y a aussi une mobilisation supplémentaire. La leçon de ces scrutins de l'an dernier, c'est que plus le peuple s'en mêle, plus la mobilisation est forte, et aux législatives, elle a été particulièrement forte, alors on peut défaire le Rassemblement national. Et là, pour BFM TV, 10% seulement des Français considèrent que la gauche sort gagnante de l'année politique écoulée. Écoutez, on verra, et le juge de paix, ce sera les élections les prochaines élections qui vont arriver. Moi, ce que je sais, c'est que je suis fière pendant cette année que la France insoumise ait incarné une véritable et une réelle opposition. Quand il s'agissait de censurer le gouvernement qui faisait un budget austéritaire qui fait les poches des Français, nous avons censuré ce gouvernement. Quand il s'agissait
de faire des renoncements en matière climatique, nous avons censuré ce gouvernement. Quand il s'agissait de dénoncer l'arnaque du conclave sur les retraites, nous allons censurer ce gouvernement qui, en aucun moment, ne va revenir sur l'âge de départ à la retraite, qui a condamné les Françaises et les Français à travailler 2 ans de plus. Vous voyez, nous, on est dans le combat au quotidien, et on est prêt à faire face à de nouvelles élections. Et je veux dire aux gens qui se réveillent l'estomac un peu noué par à la fois l'arrestation de Rima Hassan d'un côté et de l'autre côté la mobilisation de l'extrême droite dans le Loiret, il y a un chemin d'espoir si vous vous mobilisez. Merci. On compte sur vous. Merci Manon Aubry d'être venue à ce micro ce matin. Il est 8h52 sur RMC.